En fait, c'est l'affaire que je me disais, oh. Bon, le webinaire est maintenant live sur Facebook. Ouais, je viens de voir ça. Parfait. Moi, je vais juste rafraîchir ici. La petite notification pour tout le monde est rentrée. Mm-hmm. Alors, bonjour à tous. On est un peu Salut à tout le l'avance monde. ce soir, mais Ben oui. moi, c'est Marie-Pierre. Je travaille chez Gosselin et je suis présentement avec Patrick Larocque, photographe et vidéaste. Ça va, tu fais les deux médiums. Oui, oui. Ce soir, c'est un webinaire en partenariat avec Fujifilm North America, donc tout ce qui est appareil dans la série X, la série JFX également, que tu connais très bien. Absolument. Oui. Donc, en attendant que les gens arrivent, parce que là, on est peut-être 70 personnes-ish, OK. je vous demanderai en commentaire de peut-être inscrire d'où vous êtes, si vous connaissez bien les appareils Fujifilm, si c'est des technologies qui vous intéressent ou Si vous bref, avez des questions. c'est ça. Jasez-nous debout un peu en attendant que ça commence. Puis après ça, Patrick, je vais le laisser débuter avec ta présentation. Puis, tu as prévu des temps pour que les gens posent des questions, c'est ça? Oui, non, c'est ça. Plutôt que. Fait que je vais essayer de. Je vais m'arrêter à une couple de places pendant la soirée pour que vous puissiez poser des questions puis que je puisse répondre. Puis toi, Marie-Pierre, je pense que tu vas t'occuper de filtrer tout ça. Puis, Exactement, c'est ça. pas Je faisais filtrer, pas en filtrer, faisant mais juste. l'introduction, Ouais. là, Ouais. j'étais justement en train de setter le live. Donc là, je vois justement que les gens te disent bonjour. Allô? Fait que moi, c'est ça, pendant que Patrick va faire la présentation, je vais regarder les questions qui rentrent. Fait que je n'ai pas pour vous en poser. Puis quand Patrick aura le temps, ben là, on répondra aux questions et tout. Puis Ouais. si jamais il y a des questions qui ne sont pas répondues, on fera le tour d'ici demain matin, là, des questions, puis on répondra directement en commentaire. Ouais. Bon. Excellent. Super. Ben là, hey, on a 215 personnes. Hey! Ça Bonjour, va bien? 215 personnes. Donc, Mirabelle, Brossard, grand-mère. Ah, nice. Ouais. Ah, on a déjà des gens qui possèdent des Fuji, XT4 ici. All Des right. gens Nikon aussi qui sont venus voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passait de l'autre bord de la voiture. Hein? Non, on ne parlera pas juste de la marque, en soi, on va parler du travail de Patrick. Non, 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 pas du tout. Non. Non. Mais, oui, c'est ça. Fait que oui, si vous pouvez nous dire aussi, je vois qu'il y a des gens qui nous disent à quel niveau ils sont dans la pratique de la photo. Fait que si vous êtes amateur, Ah, ouais, OK. plus avancé, si vous faites plus juste de la vidéo aussi, ça va, tu sais, les deux mondes existent. On vous Oui, accueille ben tous. oui. Ouais. Bon, Terrebonne, Lévis. Hey, ça va 245. Il va laisser encore une ou deux minutes, là, le temps Ouais, ben oui, ben oui. arrive. Ça va être une petite pause pour prendre de l'eau avant C'est de bon. commencer. Ouais, moi, je me suis fait du thé. J'ai un petit dans la gorge qui est fatigant. Fait que... Un petit chat de... Juste parce que c'est une présentation ce soir. Ouais, c'est en plein ça. C'est les nerfs. C'est les nerfs. Ah, on a des gens qui font de la photo immobilière dans la place. OK, parfait. Ben, Ouais. ça tombe bien. Ben oui. Ouais, ça tombe vraiment bien avec le sujet. Ouais. Parfait. On a des amateurs, des gens plus avancés. Ah, c'est le fun. Je pense qu'on va avoir des belles questions ce soir. Good. Tous les niveaux. Good. Ouais, j'ai essayé de faire quelque chose qui était assez large quand même. Là, fait que c'est le fun qu'il y ait du monde On va jaser de photo. tous les niveaux, justement. Ouais. Et vidéo. Ouais. Mm-hmm. Parfait. Écoute, moi, je te laisserai la parole. Je pense qu'on va y aller, si tu es à l'aise. OK. OK. Oh, oui, non, ça va. Je vais arrêter de regarder là, je vais regarder là. Oui, regarde en face. Parce que Marie-Pierre est là en ce moment. Tu sais, c'est tout le temps le problème de... Ça me prendrait un autre écran en haut, mais bon, ça serait un peu compliqué. Fait que... All right. Donc, bonsoir tout le monde. Bonne année. Je pense qu'on peut encore se souhaiter bonne année. J'imagine, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Patrick Larocque. Là, en passant, j'ai un switcher devant moi. J'ai une coupe d'affaires à pitonner. Fait que je vais essayer de que ça paraisse pas trop. Donc, je suis photographe. Je fais de la photo commerciale et éditoriale.
je fais partie aussi d'un collectif international qui s'appelle KAGE, où on se concentre essentiellement sur le récit visuel et l'essai photographique. Et je suis aussi un ambassadeur Fujifilm, donc ce qu'on appelle un ex-photographer. J'utilise les appareils de Fujifilm et pour le travail et pour moi-même depuis le X-Pro 1. Donc on parle d'à peu près 2012. J'avais eu le X100 un an avant à peu près, mais j'ai fait le saut, je travaillais avec du Nikon à cette époque-là, fait que j'ai fait le saut au niveau professionnel avec le X-Pro 1 l'année suivante. Bon, évidemment, je vous invite à consulter mon site web si vous voulez en savoir un petit peu plus, voir ce que je fais et tout ça. Je reviens à caméra. C'est mon premier Facebook Live. Fait que c'est la première fois que j'ai ce setup-là. J'espère que ça va bien se passer. Ça va bien. Ouais, ça va bien se passer. Puis d'ailleurs, je veux remercier Gosselin Photo et Fujifilm qui ont organisé l'événement aujourd'hui. Donc, on va... Notre mini-conférence aujourd'hui, ça s'appelle « Les espaces intérieurs ». Et on va très, très littéralement parler de photographie d'intérieur. C'est un sujet qui peut peut-être sembler un petit peu aride, qui peut peut-être sembler non, un petit peu plate, mais je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que ça fait partie de mon travail depuis plusieurs années. Entre autres, je travaille avec une firme d'architecture et de design qui est basée à Montréal, et j'aime ça. C'est un travail que j'aime faire. Il y a un côté très, très zen là-dedans qui me fait un peu penser à la photographie de paysage. C'est un petit peu étrange à dire, mais dans les deux cas, on se trouve à avoir à composer une image à partir d'une scène qui est relativement fixe, qui est monolithique. Dans les deux cas, il y a une certaine exploration aussi qui est nécessaire. Mais je pense que c'est un travail qui, un peu comme la photo de paysage, finit aussi par aiguiser un certain sens d'observation. Au niveau de la géométrie d'un espace, mais aussi de l'ambiance. Tout ce qu'on fait en photographie est un apprentissage, en quelque part. On a beau compartimenter les différents types de sujets, c'est toujours une série de vases communicants. Parce qu'on construit toujours sur ce qu'on a fait avant. Donc, je ne pense pas nécessairement révolutionner votre photographie dans les 50-60 prochaines minutes, mais même si vous ne faites pas de la photo d'intérieur, je me suis dit qu'il y aurait probablement des concepts intéressants qui pourraient vous être utiles dans d'autres circonstances. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme équipement, comment j'approche le travail au niveau technique, mais aussi par rapport à la façon de voir les espaces qu'on me demande de documenter. Il y a une deuxième raison qui a influencé le choix du sujet. Ne bougez pas, je vais me mettre... Je vais me mettre dans le coin en bas comme ça. Qui a influencé le choix du sujet ce soir. On est le 21 janvier 2021 aujourd'hui. Il est 8h08 et on est tous à la maison parce qu'on n'a pas le choix d'être à la maison. Je pense que l'espace intérieur, ça a pris un tout autre sens depuis presque un an. Et je vais essayer de faire le lien avec ça vers la fin de la présentation. Excusez-moi. C'est bon. Bougez pas, j'ai mon premier problème technique qui... Voilà, OK, on est revenu. Donc, la photographie d'intérieur, dans mon cas, c'est pas de l'immobilier. En fait, j'en ai fait un petit peu il y a longtemps, mais au fil des ans, c'est devenu plutôt des espaces théâtraux, des installations artistiques. J'ai travaillé avec des compagnies de design de meubles aussi. Mais comme je l'ai mentionné, la majeure partie du travail que je fais à ce niveau-là, c'est vraiment de documenter les créations d'une firme d'architecture montréalaise. Où là, on parle réellement de design d'espace à proprement parler. Mais peu importe le contexte, il reste que la méthode, elle, reste pas mal toujours la même. Donc, on va commencer par la base. Et la base, ben, c'est l'équipement. J'ai pris l'habitude de travailler toujours avec
au moins 2 appareils qui vont évidemment changer des fois selon le type de projet. Mais dans le cas qui nous préoccupe, pour les espaces, mon appareil principal en ce moment, c'est le X-T3 avec la lentille 10-24 f4. Et là, je dis que c'est mon appareil principal parce que c'est ça avec quoi je capture les images de base. Tout ce qui est establishing. Donc, les pièces, les extérieurs aussi, parce que évidemment, ça fait partie souvent du mandat. Toutes les vues d'ensemble. Le zoom 10-24 sur les appareils APS-C, à mon goût, à moi, c'est un range parfait pour la photographie d'intérieur. Parce qu'à un extrême, on a du ultra-wide, ce qui permet de couvrir beaucoup. Mais à l'autre, on est à peu près à un équivalent 35 mm. En fait, un petit peu plus. Ce serait 23. On est à 24. Donc, quand on se trouve dans un espace, on peut ajuster juste assez pour corriger ou modifier une composition sans avoir à se déplacer. Et c'est important parce que c'est pas toujours possible de se déplacer comme on voudrait. Il y a des meubles, il y a des cadres de porte, il y a des bibelots, il y a des chiens, des fois, comme ça. Puis des fois, il y a des chiens et des chats. Donc, c'est bon de pouvoir s'ajuster. En fait, le X-T3 avec la 10-24, c'est un kit que j'utilise beaucoup pour travailler. C'est une super bonne lentille, c'est une lentille qui est stabilisée et c'est tout simplement pratique dans toutes sortes de contextes. Parce que sa longueur focale, ça permet justement de passer d'un point de vue épique à quelque chose de documentaire très, très, très rapidement. D'ailleurs, il y a une nouvelle version, je ne l'ai pas essayé, une nouvelle version qui est sortie. T'es-tu au courant, toi, Marie-Pierre? Il y a une nouvelle version qui est sortie, je pense, un petit peu avant les fêtes. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la nouvelle version, justement. C'est la même focale, mais améliorée. Ouais. Il y a des super bons commentaires à date. Ça, ouais, j'ai pas eu l'occasion. En fait, non, c'est ça. Mais moi, j'ai l'ancien modèle ici. En fait, la différence que je sais, c'est qu'ils ont changé la bague d'ouverture. Ici, on a une bague d'ouverture qui est infinie versus une bague d'ouverture traditionnelle maintenant sur le nouveau modèle. Ce qui est le fun. Mais au niveau de la lentille elle-même, c'est la même lentille, à ce que je sache. Par contre, il y a un élément important qu'on doit mentionner. On parle d'une lentille f4. Right? Donc, c'est une lentille fixe, mais qui a besoin de lumière. Quand je travaille au flash, c'est pas du tout un problème. La question se présente pas. T'sais. Quand je travaille en lumière ambiante, par contre, sur la photo qui est ici, on voit un trépied et c'est pas un hasard. On va en parler tantôt. Le deuxième kit, lui, va varier. Ici, ce qu'on voit, c'est le X-Pro 3 avec la 35 mm f1.4 qui est l'original. C'est vraiment l'original. C'est la première lentille que j'ai eue avec mon premier X-Pro 1, que j'ai encore. Pleine de poussière, d'ailleurs. C'est une photo que j'ai prise moi-même. Fait que c'est des appareils qui travaillent. Fait que c'est... Des fois, je vais utiliser un X100 aussi. J'ai le X100F en ce moment. L'idée derrière ça, c'est d'avoir un autre appareil à portée de main rapidement pour faire tout ce qui est détail, des images plus abstraites, des plans rapprochés, et tout ça à main levée. Donc, ce que je veux, c'est une lentille lumineuse dans ce cas-ci. Je veux aussi une focale différente pour varier au niveau du look. Et ce qui est important du deuxième appareil, c'est que ça me permet de laisser le X-T3 sur son trépied et de prendre d'autres points de vue dans un même espace, sans défaire le setup principal. Il y a une question d'efficacité mécanique là-dedans, mais aussi au niveau de l'inspiration, parce que des fois, c'est niaiseux, mais il y a un rayon de soleil qui peut frapper un coin d'une pièce. S'il faut changer de lentille, enlever l'appareil de sur le trépied, le temps que tu fais ça, le rayon de soleil il peut être parti, il peut être trop tard. Donc, le deuxième appareil permet de réagir tout de suite
si une opportunité ou une idée se présente. Ce qui veut dire qu'en général, je m'en sers pour des images qui vont venir compléter la couverture principale de l'espace que je dois documenter. C'est un kit d'appoint, j'appelle ça un kit d'appoint, mais c'est aussi important que le kit principal. J'aurais bien de la difficulté, en fait, à revenir à un seul appareil. Mon cerveau est plus branché de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des questions, par hasard, sur l'équipement? Ben, justement, moi, je me demandais, là, parce que tu dis que tu travailles avec 2 appareils. Quand tu es dans ton setup et que tu arrives pour prendre tes photos, justement, est-ce que tu vois déjà, avant d'avoir pris des prises, que tel point de vue, tu vas le faire avec cet appareil-là, tel point de vue, tu vas. Tu sais, comment tu fais ton process? Ben, le plan principal, c'est toujours avec l'appareil qui est sur notre épi. Puis ça, je vais parler de la méthode justement, puis la raison derrière ça. Fait que ça, je sais toujours que c'est avec. Ça va arriver que je vais changer de lentille, mais en général, c'est 95% du temps, ça va être avec la 10-24 puis le XT3. Et je sais aussi ce que je vois quand j'arrive dans une pièce. Ben, je fais le tour avant, ça aussi, je vais parler tantôt du processus, mais je sais que les détails, les choses qui sont qui sont moins establishing vont être faites avec l'appareil d'appoint. Puis tu sais aussi ce que tu veux, étant donné que c'est en général une lentille qui est plus lumineuse puis qui est plus rapide, ça veut dire que je peux jouer avec la profondeur de champ un petit peu plus. Fait que tu sais aussi que pour aller chercher ce genre d'image-là, c'est avec ce kit-là que tu vas pouvoir le faire. C'est bon. Puis j'ai Yancy ici qui demande qu'est-ce que tu penses des fisheye, justement, dans le contexte de la photo d'espace, comme ça. Pour de la photo, ben j'utilise. C'est drôle. J'ai eu un fisheye. Je m'ennuie d'avoir un fisheye. En fait, des fois, j'en avais un avec mon kit Nikon, quand je travaillais avec du Nikon dans le temps. Puis j'aimais bien ça, un fisheye. Je me servirais pas de ça pour ce type de travail-là parce que ça distorsionne vraiment, vraiment trop. À moins, tu sais, je me permets quand même de faire des shots plus weird, même dans ce type de travail-là. Fait que c'est une possibilité. Mais justement, l'avantage de la 10-24, c'est qu'elle ne distorsionne pas beaucoup, même à l'extrême, même à 10 mm. C'est mieux, surtout dans un contexte commercial. Tu ne peux pas introduire trop d'aberrations finalement dans l'image finale. Oui, clairement. Mais c'est une bonne question, oui. Puis aussi, on a la question de François. François demande si, justement, vu que tu travailles avec la 10-24 qui est à ouverture 4, est-ce que tu utilises des flashs des fois pour compenser? Puis si oui, ça ressemble à quoi ton setup? On va en parler tantôt. Okay. Oui, c'est une bonne question. On va en parler tantôt. Parfait. On va tout couvrir ça. Mais c'est une très bonne question. Dernière lentille qui est essentielle aussi, même si je ne m'en sers pas aussi souvent, c'est la 55-200. Je pense que c'est une lentille qui est un petit peu oubliée, en fait. Je pense que c'est le deuxième zoom qui est sorti sur le système après la 18-55. C'était vraiment au tout début. C'est un zoom qui est variable. C'est moins lumineux, mais c'est une bonne lentille. Elle est super bien stabilisée. Et surtout pas, c'est un zoom 55-200, mais qui n'est pas très lourd et qui n'est pas très gros. Fait que c'est plutôt pratique. Et bon, je m'en sers pour tout ce qui est détails de plafond, de toit, de moulure, parce que les gens avec qui je travaille, ça compte. Ils mettent un effort là-dessus aussi. Tout ce qui est trop loin ou trop haut, vous ne le voyez pas nécessairement en ce moment, mais je ne suis pas très grand, fait que ça aide. L'image d'ailleurs que vous voyez en ce moment, c'était une fenêtre sur un pignon de maison. J'étais en train de faire des extérieurs et j'étais pas mal loin, mais j'étais sur une côte. Donc, je n'étais pas complètement en contre-plongée. Mais bon, évidemment, j'ai ajusté un petit peu les angles en post-production pour qu'on remette tout ça droit parce que c'était plus beau. Mais c'est une image que sans la 55-200, ben, c'est une image qui aurait été impossible. Donc, ce reach-là, tu peux pas l'inventer. Ça prend un zoom qui va assez loin pour pouvoir le faire.
Alors, voici mon road case, qui va évidemment varier un peu d'une fois à l'autre, mais en gros, ça ressemble à ça. Justement, Yancy parlait de flash. Pour ceux qui se demandent, ce qu'on voit ici dans le coin, c'est le Godox AD200. Donc, c'est un flash. Et oui, je m'en sers des fois, soit comme accent, en balançant avec la lumière ambiante, soit carrément comme effet. Et justement, je vais vous montrer des exemples tantôt. Vous remarquez aussi peut-être le GFX 50S. Oui, c'est un troisième appareil, ce qui veut dire que je viens de défaire tout ce que je viens de vous expliquer. Mais en fait, comment? C'est une surprise, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est du moyen format. Et comme disaient nos grands-parents, ça fait des bien beaux portraits. Dans un monde idéal, ce serait mon appareil principal et évidemment, ça l'est sur d'autres types de projets. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment juste une question d'optique parce qu'on n'a pas encore un zoom équivalent à la 10-24 sur le système GFX. Il y a une 23 mm qui est vraiment superbe, mais qui est fixe. Donc pour moi, c'est juste moins pratique pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer finalement. Mais je ne peux pas m'empêcher, je m'en sers, je la porte souvent quand même en deuxième appareil d'appoint, en général avec la 63 mm, qui est une lentille plus petite, juste par pur plaisir personnel finalement. C'est rare que les clients vont chialer, c'est plus winner qu'autre chose. Je reviens sur la lentille f4 et sur toute la notion de lumière. J'ai entendu un commentaire un jour qui m'a surpris. C'était justement par rapport au système GFX. Comme quoi, les lentilles étaient trop lentes pour faire de la photo d'intérieur. Et j'ai cru comprendre qu'on parlait d'immobilier. Et c'était peut-être pertinent. Je ne peux pas présumer le travail qu'on a à faire. Des fois, il y a des circonstances. Puis c'était peut-être quelque chose, un problème auquel le photographe ou la photographe, je ne me souviens plus, s'était frappé. Mais étant donné ce que je fais, ça m'a un peu sauté aux oreilles. T'sais. Surtout que la personne semblait dire que même f2.8, c'était pas encore assez rapide. On aime beaucoup l'équipement en photographie. On aime se trouver des raisons pour acheter de l'équipement. Je suis le premier à tomber dans le piège. Moins depuis 10 mois, mais quand même. Mais il y a une autre petite base qu'on a souvent tendance à un peu oublier. Surtout quand on se met à parler d'éclairage. Et cet outil-là, c'est le temps. On est des photographes. Notre super pouvoir dans la vie, c'est qu'on contrôle le temps. On fait un court détour rapide. Je vais m'enlever de l'écran parce que je vais couvrir les graphiques. Ce qu'on voit ici, c'est le fameux triangle d'exposition. Il est quand même magnifique, avouez. En rouge comme ça. On l'appelle un triangle parce que chaque pointe représente un paramètre avec lequel on va contrôler la quantité de lumière qui va entrer dans notre appareil photo. Parce qu'on a besoin de lumière en photographie, on ne s'en sort pas. Pas de lumière, pas de photo. Donc, en haut, on a l'ouverture de la lentille. L'ouverture, c'est comme la pupille de notre œil. Plus la pupille est grande, plus la lumière va rentrer. Et en passant, depuis le début, je parle de lentilles rapides. Pour ceux qui se demanderaient, quand on parle de lentilles rapides, on ne parle pas de vitesse mécanique ou de focus, ça fait vraiment référence à des lentilles qui ont une grande ouverture. Donc, quand vous entendez f1.2, f1.4, f1.8, tout ça, c'est des lentilles qu'on considère rapides. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. C'est une fraction. Bref. On a l'ISO. L'ISO, c'est la sensibilité à la lumière. Donc, plus l'ISO est élevé, plus l'appareil va être sensible. À ISO 200, moins de lumière. À ISO 800, plus de lumière. Et finalement, on a la vitesse d'obturation.
pendant combien de secondes ou de centièmes ou de millièmes de secondes l'œil de notre appareil va rester ouvert pour capturer une image. Physiquement parlant, c'est le déclic qu'on entend quand on prend une photo. Et plus l'œil reste ouvert longtemps, plus la lumière va avoir le temps de rentrer. Donc, la vitesse d'obturation, c'est notre contrôle sur le temps. Quand on a une lentille plus lente, on a différents choix. On peut monter l'ISO pour compenser. Et bon, nos appareils aujourd'hui sont ridiculement performants, mais il reste que plus on monte l'ISO, plus on va introduire du bruit dans l'image. Dans un contexte commercial, c'est quelque chose qu'on va toujours vouloir minimiser autant que possible. Évidemment, on peut aussi ajouter de l'éclairage. Mais l'autre option, si notre sujet est fixe, c'est tout simplement d'installer l'appareil sur un trépied pour que lui aussi soit immobile et d'utiliser une vitesse d'obturation plus longue. Donc, on peut ajouter du temps. Et c'est un gros avantage. Parce que, tu sais, c'est beau une lentille f1.8, on aime tous ça, mais dépendamment de la longueur focale et de la distance de notre sujet, on peut se retrouver à avoir un problème de manque de profondeur de champ. C'est-à-dire que tout ce qu'on voudrait qu'il soit au foyer, il ne l'est pas nécessairement. En utilisant le temps, ben même s'il n'y a pas des tonnes de lumière, on peut très bien aller à f8 ou à f11. Ici, on a f14. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à f14. C'est un peu overkill, mais bon, clairement, je pouvais le faire. En utilisant le temps à notre avantage, on se trouve à enlever tout plein de limites au niveau technique. Et c'est drôle parce que j'ai fait la comparaison au début avec la photo de paysage. C'est un peu la même méthode. T'sais. On choisit l'ouverture dont on a besoin. L'ouverture va décider du temps d'exposition. L'appareil, en général, est sur un trépied. On fait clic, on attend. Le contexte est différent, mais l'approche est la même, en quelque part. Et avant de faire quoi que ce soit, de la même façon, je dois toujours commencer par explorer les lieux. En général, quand j'arrive dans un endroit, j'ai quelqu'un avec moi qui connaît le projet, avec qui je vais faire un premier tour. Ils sont cute, mes dessins, hein? Je vais prendre en note. Ouais. Donc, je vais prendre en note mentalement ce qui semble plus ou moins important, ce qui est fort visuellement, etc. Je vais remarquer les détails, je vais remarquer la lumière qui est là, qui existe. Je me fais une liste dans ma tête de ce qui représente le mieux l'espace. Et après ça, ben, c'est vraiment juste une question de me déplacer avec mon trépied d'une pièce à l'autre, puis de composer le cadre, de décider de la profondeur de champ, d'exposer le temps qu'il faut. Ça peut être un 125e de seconde ou un 40e, ça fait vraiment aucune différence. Est-ce qu'il y a des questions, Marie-Pierre? Oui, on a eu des questions. En fait, encore un peu sur le matériel, mais aussi sur ton process. Et je ne sais pas lequel tu préférerais que je pose. Ça ne me dérange pas. Attends, je vais me remettre on, oui. Oui. Si tu peux aussi ton petit carré le mettre peut-être en haut parce que sur Facebook, on voit le... Ah, c'est vrai? Ben, bouge pas. Je peux le mettre, tiens. C'est parfait. Ouais. Parfait. Je me téléporte comme ça, c'est magique. Oui, la technologie. Ouais, c'est formidable. Il y a Dominique Martel qui voulait savoir, en fait, qu'est-ce que tu recherches? Salut, Dominique. C'est quoi les éléments clés que tu recherches quand tu fais tes photos, justement, d'architecture et de design intérieur? Là? Évidemment, ça varie toujours d'un endroit à l'autre. Ben, en fait, ça aussi, je vais en parler tantôt, mais c'est certain que ça te prend l'image qui définit l'espace dans lequel tu te trouves. Après ça, ça prend des images, pour moi, ça prend des images qui viennent compléter ça, puis qui viennent entrer dans le message de cet espace-là.
sais, c'est vraiment, vraiment différent. Il y a des endroits, tu sais, j'avais fait des photos à un moment donné d'un centre, voyons, d'un aéroport pour des hélicoptères au nord où est-ce que c'était, donc? Saint-Eustache, je pense, un affaire. En tout cas, bref, et évidemment, tu arrives là, puis c'est un monde complètement différent par rapport, tu sais, c'est plus un salon, une cuisine que tu as à prendre en photo. Et il y avait des éléments architecturaux, le plafond, entre autres, qui était complètement hallucinant, qui avait... fait que chaque endroit a ses prérequis puis sa personnalité qu'il faut faire ressortir, finalement. Fait que ça change vraiment tout le temps, tout le temps. Parfait. Puis en lien avec ça aussi, utilises-tu souvent la technique du HDR pour compenser justement la lumière et tout ça? Très, très peu. Très, très peu. Je peux compter sur les doigts de ma main les fois où j'ai eu à utiliser ça. Ce que je vais faire, par contre, c'est-à-dire que, tu sais, ça m'arrive, si je vois que j'ai un contraste qui est vraiment complexe, où tu as des valeurs, tu sais, tu as une fenêtre derrière, tu es backlighté, je vais faire du bracketing, je vais prendre 3 images et souvent, tu sais, le RAW, ça nous donne vraiment une grande marge de manœuvre à ce niveau-là. Fait qu'en général, dans les 3 images, il y en a une qui va me permettre de faire tout ce que j'ai à faire. C'est arrivé des fois qu'il a fallu que je fasse un composite des 3 images. J'ai utilisé, à l'époque où j'utilisais Lightroom, parce que là, je suis sur Capture One depuis un bout, dans Lightroom, il y avait l'outil HDR. Fait que des fois, j'ai fait un passe-partout, je l'ai utilisé. Le problème que j'ai avec le HDR, c'est qu'à mon goût, à moi, des fois, je trouve ça trop. J'aime pas ça quand c'est extrême, quand c'est poussé. Ça me dérange pas de. Je sens pas que qu'on a besoin de tout voir tout le temps dans une image. Même dans ce type de travail-là, ça me dérange pas qu'il y ait des zones d'ombre ou qu'il y ait des zones qui soient brûlées. Tant que c'est pas que c'est pas quelque chose qui choque puis qui dérange. J'aime mieux quelque chose de plus naturel versus pousser à l'extrême. C'est bon. Puis dans le même optique, ouais. Il y a Florence qui demande qu'est-ce que tu penses de la règle des tiers aussi dans ton travail? Moi, personnellement, je pense que j'ai perçu quand même beaucoup de symétrie dans tes shots que tu as montrés. Fait que je pense que la règle des tiers n'est pas nécessairement tout le temps prise en compte. OK, la réponse vite, c'est que je m'en fous un peu. Mais en fait, je pense que c'est le genre de choses. C'est très rare que je réfléchis c'est très rare que je calcule quand je fais une photo. Une des choses dont je m'assure, c'est qu'en général, j'ai le niveau. Je veux m'assurer d'être au niveau le plus possible. C'est aussi important, autant que possible, dans ce type de photographie-là, d'avoir des lignes qui sont relativement droites. Je viens pas fou avec ça, mon client vient pas fou avec ça, mais c'est des choses qu'on sent. Fait que oui, en fait, je suis attiré vers la symétrie dans ce type de travail-là. Autant je peux être attiré vers le chaos total dans d'autres choses, mais pour ça, j'aime la symétrie. Donc, j'ai tendance à utiliser les lignes de fuite. J'ai tendance à utiliser des éléments centraux, puis à tout balancer, mais j'y pense pas. C'est pas quelque chose que je calcule. Je regarde mon écran, puis je le compose comme je le sens, finalement. C'est plus à ce niveau-là. Fait que s'il y a des. Ouais. Fait que s'il y a des règles qui apparaissent, ben c'était plus senti que calculé. Super. C'est bon? Oui. All right. On continue? Oui. C'est bon. Je sais plus pas en tout où est-ce que je suis rendu d'ailleurs. Ah oui, je parlais de. OK, on parlait de la méthode, justement. Je vais me remettre full, ça va être moins. Cette méthode-là, finalement, de temps d'exposition, je vois ça un peu comme absorber une pièce. Dans le sens d'utiliser ce qui existe. Je suis relativement chanceux quand même parce que les lieux où je me trouve en général ont été très, très pensés. Tant au niveau du contenu qu'au niveau de l'éclairage, au niveau de tout, finalement. Donc, mon but, c'est de capturer l'ambiance qui est là
d'identifier justement ce qui définit cet espace-là. On parlait des lignes, des objets, ce qui a été choisi, et trouver le point de vue qui va mettre tout ça en valeur. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Donc, en prenant, on a-tu une image? Ouais, ok, good. En prenant tout ça en ligne de compte, je vais vous montrer justement comment je configure mes appareils. Je me suis dit que ce serait peut-être le fun, puis qu'il y aurait peut-être des questions là-dessus. Donc, sur l'appareil principal, j'utilise ou le LCD ou le VF avec l'histogramme à l'écran. L'histogramme est là pour me donner une référence, surtout pour m'assurer que je ne brûle pas mes blancs. Donc, les highlights. Pourquoi? Parce que les appareils de Fuji, en général, pardonnent beaucoup plus dans les ombres. On peut aller chercher des ombres, c'est complètement fou avec les fichiers RAW. Avec les highlights, c'est toujours un peu plus touchy. Donc, je veux juste savoir si je les brûle. Ça ne veut pas dire que je les brûlerai pas, mais je veux être conscient puis je veux savoir à quel moment ça arrive. La plupart du temps, je travaille aussi en priorité d'ouverture, ce qui fait du sens, je pense, avec ce que j'ai dit avant. Donc, je choisis l'ouverture, puis c'est l'appareil qui va déterminer la vitesse d'obturation qui est la meilleure. Donc, au niveau pratique, ce qui se passe, c'est que je vois l'image sur l'écran, j'ajuste l'exposition selon ce que je vois et ce que je veux faire avec le bouton voyons, j'ai juste le terme anglais, là, de compensation d'exposition. Right? Exposure compensation. Et donc, la caméra, elle, va s'occuper de calculer le temps qui est nécessaire pour la capture. Si j'utilise un flash ou si j'ai besoin de plus de marge de manœuvre au niveau de l'exposition, à ce moment-là, je peux passer en mode manuel. L'ISO, autant que possible, est au minimum ou le plus bas possible. Question de minimiser le bruit dans l'image. Et je capture en RAW. Le RAW, pour moi, c'est pas une religion, en passant. C'est vraiment, dans ce cas-ci, pour avoir plus de marge de manœuvre en post-production. Oui, au niveau de l'exposition, mais surtout pour la balance des blancs. Parce que souvent, on a des éclairages mixtes, surtout si on fait un shoot de jour. Donc, tu as de la lumière naturelle de l'extérieur. En général, c'est mieux d'allumer les lumières en dedans pour avoir quelque chose qui est plus... pour montrer l'éclairage. Puis, donc, shooter en RAW, c'est un peu nécessaire, c'est un peu essentiel même pour être capable d'ajuster tout ça pour pas que ça ait l'air d'une pizza, comme on dirait. Et dernier détail, j'utilise la fonction de minuterie. Le self-timer sur l'appareil. Donc, 2 secondes pour minimiser encore plus le mouvement. Même si avec les appareils mirrorless, on n'a pas de ce qu'on appelait le shutter shock dans le temps, mais je le fais quand même. Ou 10 secondes pour m'enlever du cadre s'il y a des réflexions. Dans une pièce comme ça, par exemple, j'ai pas... Là-dessus, ouais. Il y aurait eu beaucoup de Patrick dans l'image. C'est pas nécessairement ce que le client aurait voulu. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'il était l'appareil, parce qu'on le voit pas quand même, il était au milieu. Et le truc, ça c'est un truc qui est avec les fenêtres ou les miroirs, c'est de toujours se placer devant une jonction, s'il y en a une. C'est très rare. Si tu as un miroir complet, ben tu trouves une autre solution ou tu travailles en post-production. Mais ça, déjà, ça aide. Donc, j'étais vraiment sur la jonction. C'était pas assez. Il a fallu que je fasse des retouches, mais au moins, tu minimises un petit peu le temps de retouche après. Puis des fois, quand tu es chanceux, ben, tu n'as pas de retouche à faire du tout. Sur l'appareil d'appoint, maintenant, comme vous voyez, c'est essentiellement la même chose. Il y a un élément principal qui change. C'est que je me permets d'utiliser l'ISO automatique. Pourquoi? Parce que je suis à main levée. Donc, idéalement, j'ai besoin d'une vitesse d'obturation plus rapide. Mais aussi parce que, généralement, je vais être en grande ouverture.
Donc, l'ISO va monter, mais c'est rarement assez pour que ce soit problématique. Je me rends jamais à 6400, ça n'arrive pas. Et il reste que, tu sais, c'est une vieille habitude de vouloir minimiser le bruit dans l'image en baissant l'ISO. C'est encore vrai, mais nos appareils sont vraiment, vraiment impressionnants. Là. C'est très rare que ça devient un problème avant 3200. J'utilise aussi à peu près exclusivement le viseur dans ce cas-ci, donc j'ai enlevé le LCD de la liste. Et ça, c'est essentiellement mon setup de photographie de tous les jours. Priorité d'ouverture, auto-ISO avec une lentille fixe, c'est mon kit de rue, c'est mon kit de voyage, c'est mon kit passe-partout. À part le format RAW, justement, parce que avec les appareils de Fujifilm, j'ai aucun problème à shooter en JPEG. Ça a été un peu la révolution quand j'ai changé à ce système-là. J'utilise des simulations de films, entre autres. Donc, si vous allez sur mon blog, le travail personnel que je fais, c'est presque tout en JPEG. Si vous allez sur mon blog, c'est un bon 90% des images que vous allez voir. Je tiens à préciser là, que justement, tu as parlé de la simulation de film dans les appareils du film. Là, moi, c'est quelque chose qui me jetait à terre. La première fois que j'ai fait des tests avec ça, puis tout, c'est incroyablement fidèle à leur pellicule qu'il y avait, en fait. C'est vraiment bien. Oui, puis, écoute, la plupart des compagnies, là, c'est pas pour encenser Fujifilm, mais je connais les gens qui travaillent sur ces appareils-là, je connais les gens qui ont travaillé sur les simulations de films. C'est pas quelque chose, c'est pas un preset ajouté par-dessus juste pour dire que ça fait un effet. Il y a tellement de réflexion qui est faite à partir de ça. C'est tellement complexe ce qui se passe avec ces simulations-là au moment, tu sais, je veux dire, la simulation à cross, le look change selon l'ISO, selon le bruit, tout se parle, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est un point de départ. Ce qui est le fun, c'est que dans le X Pro 3 maintenant, puis le X100V, les nouveaux appareils, on a Classic Negative qui ont ajouté. C'est très typé, mais my God, la première fois que j'ai pris cet appareil-là, j'ai shooté avec cette simulation de film-là, j'étais comme, OK, ben j'ai plus rien à faire. C'est pas le cas, parce qu'en général, je processe toujours les images après, mais ça te donne un point de départ qui est tellement le fun, qui peut être tellement différent d'une à l'autre. Ouais. C'est ça. Le flash. Donc, j'ai mentionné que j'apportais toujours un flash dans mon kit. Et la plupart du temps, c'est un ajout, c'est une lumière secondaire. Dans ce type de travail-ci, je m'en sers jamais comme source d'éclairage principal. À moins de vouloir réinventer la réalité. L'image qu'on voit derrière le titre, c'est un exemple du flash qui a été balancé avec la lumière ambiante, en fait. Dans ce cas-ci, donc, j'avais exposé pour le ciel gris derrière les étagères. Sans le flash, ça aurait donné quoi, Marie-Pierre, tu le sais-tu? Est-ce que ça aurait été justement tout sombre, justement parce que tu es exposé pour l'extérieur? C'est ça. Ça aurait été, sans le flash, ou le ciel aurait été complètement blanc pour que l'étagère soit visible, ou l'étagère aurait été complètement noire pour qu'on puisse voir le ciel. L'image aurait été comme... en fait, il n'y aurait pas eu d'image intéressante à y avoir. Hein. Ça aurait été... Donc, c'est super utile. C'est pour ça que j'en apporte tout le temps un, parce que je ne sais jamais ce qui va se présenter. Puis des fois, ça permet d'avoir une image où il n'y en aurait pas eu avant. Je vous donne 2 exemples, par contre, où le flash est la seule source de lumière. Ici, on a un escalier et c'était... Bon, bougez pas, Siri est en train de parler, c'est le fun. Je fais... Excusez-moi. OK. Elle a compris son nom, puis elle me répondait. Donc, c'est un escalier. La structure de cet endroit-là, c'était super intéressant, mais c'était très difficile à rendre visuellement tel quel, parce que c'était le soir. C'était une cage d'escalier qui menait vers un sous-sol. C'était sombre. Il n'y avait rien à faire.
En plaçant un flash en dessous, je l'ai placé complètement en dessous, pointé vers le haut. Ben, ce que ça fait, c'est que toute la structure, qui avait déjà plein de lignes, c'est comme multipliée. Fait que les ombres sont venues amplifier la géométrie qui était déjà là, et le matériau des marches est devenu visible aussi. C'est un genre de béton avec un lustré par-dessus. Là. Bref, on voit le grain des marches qu'on n'aurait pas vu autrement. Celle-là, c'est moins évident, mais le principe est le même. On est en fait au bout d'un corridor qui est très très peu éclairé. C'était comme un passage, c'était un palier d'escalier en fait. C'était un palier entre deux escaliers. Il y avait pas de relief, il n'y avait rien. Par contre, je trouvais la scène intéressante. La disposition des 5 objets et bon, les textures aussi, il y a du bois, il y a du cuir, les 3 blocs sur le mur. Encore une fois, ici, c'est le flash qui rend tout ça visible. Si on regarde en détail, donc la caméra est sur son trépied, moi je tiens un flash, c'est un speedlight, c'est juste un petit dans ma main, au bout de mon bras. Je me suis dessiné, ouais. Es-tu là? Ouais, il est là. Donc, en haut à gauche, en visant le mur du fond. Donc, le fond reçoit plus de lumière que le côté. Fait que déjà, on vient d'ajouter de la dimension dans l'image. La lumière rehausse aussi les textures et je me trouve à créer aussi un effet de drop shadow sur les blocs. Fait que tout ça, ça vient comme créer plein de géométrie dans l'image, finalement. Et ça crée un drop shadow. Pourquoi? Parce que c'est une lumière dure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diffuseur, il n'y a pas de parapluie ou quoi que ce soit. C'est vraiment seulement la lumière directe du flash. Et en passant, une lumière dure, ça se peut. Moi, je suis comme... souvent, la première chose qu'on entend quand on commence à utiliser l'éclairage artificiel, c'est qu'on doit absolument rendre la lumière douce. C'est toujours d'acheter le plus gros parapluie ou le plus gros softbox possible pour que ce soit doux. C'est beau de la lumière douce. Ça peut être, je veux dire, tout dépend toujours de ce qu'on veut faire. Mais la lumière autour de nous n'est pas toujours douce. Le soleil dans un ciel sans nuages, c'est une lumière qui est dure. Puis Dieu sait que ça peut être super beau. Un projecteur sur une scène aussi, c'est une lumière dure. Il n'y a pas de règle qui dit qu'on doit toujours tout éclairer, même avec des portraits, à travers un bounce ou un softbox ou un parapluie. Ça, ces images-là que vous voyez, j'ai fait ça, c'est quand j'étais à Photokina, il y a 2 ans, je pense, où j'ai fait toute la présentation avec un seul flash, avec rien. Juste un flash. En déplaçant le flash, en changeant l'angle, en approchant ou en le mettant plus loin. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire juste avec une lumière. Tant qu'à ça, on peut faire ça avec une lampe de poche. Là. Je veux dire, le principe de la lumière est tout le temps le même, peu importe ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des questions pour ça ou ça va? Non, ça va, c'est très complet. Good. Donc, un mot pour ceux qui se posaient la question, parce que ces temps-ci, c'est quand même... pourquoi le flash versus une lumière continue comme le LED? On a plein d'options maintenant qui sont totalement équivalentes au niveau de la portabilité, qu'on soit en flash ou en LED. Et le LED, c'est le fun parce que ça permet de changer la température de la couleur. Ça permet de changer la couleur elle-même, hein, des fois, ce qui peut être super intéressant, sans avoir à mettre des gels. Puis, le LED, surtout, permet aussi de voir tout de suite le résultat de notre éclairage. Comme on dit en anglais, c'est « what you see is what you get ». Donc, c'est tout à fait valable comme solution. La raison principale dans ce cas-ci, et en fait, c'est la différence fondamentale entre les deux qui est important de comprendre. En fait, ça se passe au niveau du contrôle. Et là, je vais m'enlever encore de l'écran. Je vais disparaître pour ne pas cacher des choses. Le flash, c'est une source lumineuse qui est séparée de la lumière ambiante. Pourquoi? Parce qu'un flash, ça dure une fraction de seconde. Donc, peu importe le temps d'exposition, le flash, lui, va toujours quand même durer juste une fraction de seconde.
Et je sais que c'est pas super évident à visualiser, fait que j'ai essayé de faire un graphique. On va passer sur mes talents d'illustrateur. Donc, si on imagine 2 récipients, un pour le flash, un pour le LED. Et disons que je fais une exposition de 1/125e de seconde. Bon. Pendant l'exposition, le flash s'allume, puis il remplit son récipient d'un seul coup. Le LED, lui, il est continu. Donc, il va remplir son récipient tout au long de l'exposition, pendant 1/125e de seconde. Maintenant, disons que je fais une exposition, finalement, je me rends compte que ça me prend une exposition de 1/5e de seconde. Donc, on a une exposition qui est plus longue. Le flash, il va faire quoi? Le flash, il va faire la même chose qu'avant. Il va encore remplir son récipient d'un seul coup avec la même quantité d'eau. Parce que sa durée reste la même. C'est encore la même fraction de seconde. Mais le LED, lui, là, il va remplir pendant 1/5e de seconde. Donc, il va ajouter plus d'eau dans le récipient. Plus d'eau, plus de lumière. Le LED, c'est comme une lampe de plus qu'on allume dans la pièce. Donc, une fois qu'on l'ajoute, il fait partie de la lumière ambiante. Il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, là, puis je simplifie un petit peu, mais en gros, avec le LED, on est lié au temps d'exposition. Donc, plus on expose longtemps, plus le LED va ajouter de la lumière. Avec le flash, on n'est pas lié au temps d'exposition. Le flash va ajouter la même quantité de lumière, peu importe la durée de notre exposition. Étant donné, je sais pas, je vais revenir, et donc étant donné l'importance du facteur temps, comme je l'ai expliqué jusqu'à date, dans ce type de travail-là, le flash, ça se trouve à être beaucoup plus pratique et beaucoup plus versatile. Est-ce que ça a répondu? Je sais qu'il y avait une question par rapport au flash. Je pense que oui, c'est très clair, là, dépendamment de justement qu'est-ce qu'on a besoin de créer comme ambiance aussi. L'un s'adapte à la situation. Puis... Ouais. Good. Patrick, oui. Il est déjà 20h50. Ben oui. Ça passe vite, hein? Je ne sais pas s'il y a un sujet que tu voulais absolument couvrir avant de terminer. Puis après ça, on pourra peut-être finir avec une autre ronde de questions s'il y a d'autres questions sur Facebook. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. OK, bouge pas. Laisse-moi sauter un petit peu parce que je pense que c'est important. Attends, qu'est-ce qui était? En fait, je vais parler d'une des choses parce que c'est Dominique, je pense, qui a demandé tantôt c'est ce que je recherchais quand j'arrivais dans un espace puis dans ce type de travail-là. Là, évidemment, je saute des choses, mais je veux parler de la notion d'assemblage. Dans le sens de redécouper une scène de façon un peu moins évidente. Quand je parlais des images d'appoint et des images qui viennent compléter, c'est un peu ça. Par exemple, si... Bouge pas, je suis mélangé dans mes... l'assemblage, oui, je vais sauter la slide. Voilà. Donc, si on voit la pièce au complet, on peut resserrer un petit peu. On peut aussi resserrer encore plus. C'est très, très serré. Et là, c'est plus la même chose. Là, on a seulement un jeu de forme, sans que rien soit identifiable. Mais l'ambiance de l'espace est encore présente, quand même. L'assemblage, je vois ça comme une manière de présenter ce qui existe dans un même espace, mais en forçant l'attention sur les textures, les couleurs et le matériau, plutôt que sur un sujet précis. Ici, on reconnaît un divan, mais on ne regarde pas un divan. Notre œil, il fait quoi? Il va vers la combinaison du divan, du tapis et du bol décoratif. Donc, ça devient un nouvel ensemble qu'on comprend à un autre niveau. Je vous montre une couple d'autres exemples. Ce qu'on voit ici, à gauche, c'est une partie d'un store et c'est une toile sur un mur dans une chambre à coucher.
celle-là, c'est un miroir qui a été utilisé pour comme redécouper la salle de bain. D'ailleurs, le bain, je sais pas si c'est le même bain qu'on a vu tantôt, avec une... C'est complètement différent comme ambiance, mais c'est le même bain. Ici, on est dans une cuisine qui se trouve à être réfléchie par un buffet en vitre qui était dans la pièce. Ça, c'est encore une cuisine. En fait, la cuisine est à gauche, complètement. Puis quand je me suis retourné, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une scène complètement différente, qui avait l'air tout aussi organisée que la cuisine qui était là, avec le vase, la toile, puis... Ici, on a encore un jeu de lignes et de surface. On se trouve à regarder vers une salle à manger, mais d'une autre pièce. Évidemment, si mon but ici, c'est de vendre la salle à manger, ça va me prendre une image qui est plus normale. Mais dans l'esprit de rendre l'ambiance de l'endroit, ça s'insère bien. T'sais. Et ça, une dernière, celle-là, je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. Ça distorsionne, c'est un peu croche, mais on est dans une cuisine d'été. On a un bout de barbecue, on a le feeling du bois, de la vitre. Il y a quelque chose qui me fait penser aux cartes postales des années 50 là-dedans. Mais donc, c'est aussi un exemple d'assemblage. Parce qu'on a comme deux éléments disparates qui viennent former un nouvel ensemble. Bref, l'idée dans tout ça, c'est de ne pas seulement se limiter au premier regard. Tout ce qui est devant notre appareil photo, peu importe le type de photographie qui nous intéresse, c'est toujours notre matière première. Et on a le droit de la façonner, on a le droit de la transformer. Donc, là, j'ai sauté des étapes, fait que ça va faire un peu moins de sens, mais je vais juste vous... pour moi, la démarche pour capter un espace, pour capturer un espace, il y a trois étapes. Premièrement, le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, c'est l'information, c'est l'image de base pour établir où on se trouve. Il y a les détails. Donc, c'est des détails au niveau des objets, mais aussi au niveau des points de vue. Donc, tout ce qui va nous faire entrer dans l'intimité et dans l'identité de l'espace. Et il y a l'assemblage qui est comme notre interprétation pour diriger l'attention sur comment tous les éléments d'un même espace peuvent coexister ensemble. Est-ce que tu voulais prendre des questions, Marie-Pierre? Oui, on a une question qui vient de revenir, en fait, puis elle avait déjà été posée plus tôt, mais j'attendais pour la fin. Je me doutais que Ah, OK. Ouais. Côté retouche photo. Oui. Les photos, ils ont justement un aspect qui est très particulier en soi. Là. Puis les gens voulaient savoir un peu comment tu procèdes pour dire, bon, ben ça c'est le look Patrick Larocque. boy. Ben, dans ma tête, j'ai pas un look Patrick Larocque. Dans ma tête, il y a des choses que j'aime. T'sais. Puis c'est tout le temps... Bon, si on parle au niveau pratique, au fil des ans, je me suis créé... Bon, comme je disais, je travaillais dans Capture One, mais c'était la même chose quand j'étais dans Lightroom avant. Je me suis créé des presets. J'en ai pas des tonnes. Mais en général, je vais j'ai peut-être 3-4 presets couleurs de base, puis 2-3 noir et blanc. Et la première décision, c'est où est-ce que je vais. T'sais. Donc, je vais choisir, je vais juste aller sur une photo, passer par-dessus mes presets, voir ce que ça a l'air. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'une fois que j'ai décidé du look de base, je vais partir avec ça. Je vais mélanger en général pour le client avec lequel je travaille pour ce type de choses-là. Je peux faire du noir et blanc ou de la couleur. C'est à ma discrétion à moi. Donc, si je sens que ça marche mieux en noir et blanc, ben, je vais le mettre en noir et blanc, puis c'est fini là. Pour moi, la couleur, il faut que ça soit pertinent, il faut qu'il y ait une raison, il faut que la couleur nous apporte quelque chose. Donc, il y a un choix qui se fait à ce niveau-là. Mais c'est surtout au niveau de... Une fois que le look a été établi, c'est de le poursuivre tout au long de la série. Parfait. Ça répond-tu un peu? Oui, ça répond vraiment bien. OK. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est de faire des choses qui deviennent
trop différent d'une image à l'autre parce qu'on sent plus l'espace. Ça prend une cohérence visuelle dans tout Qui est ça. limité là, Ouais. justement pour que ça parle de, comme tu dis, de l'espace, la chaleur ou justement le Ouais. feeling. Mm-hmm. Super. Écoute, les gens t'envoient des éloges, ils sont vraiment contents. Ah, ben merci. Écoutez, c'est plate parce qu'on a vu. C'est bizarre parce que ça, c'est tout ça pour dire que j'avais timé mon affaire. Je pensais que j'étais short un peu. Et je me rends compte que il nous manque à peu près un gros 30% de la présentation. Fait que si vous avez des Peut-être. questions. Oui, écoutez, là, les gens, il y a des gens qui revenaient beaucoup à la lumière. Il y avait beaucoup de questions par rapport justement à Softbox versus Cobra. C'est quoi, mettons, Okay. quelqu'un qui veut commencer à faire de la photographie d'intérieur, ce serait quoi le kit de base? Ben, le kit de base, c'est pas si compliqué que ça. Comme je l'ai montré, la majeure partie du travail que je fais se fait avec une lentille qui n'est pas si lumineuse que ça. Ben, je pense que c'est d'avoir, si on n'a pas deux appareils photo, d'avoir une lentille rapide qui va permettre de faire des images avec une profondeur de champ courte, puis faire des choses qui ont l'air plus léchées. Et, comme je disais, un trépied pour pas être pris au niveau de l'exposition, pour pouvoir prendre le temps qu'on a à prendre. Et un petit flash. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de... C'est bizarre parce qu'au début, quand j'ai mentionné que je faisais de l'immobilier, j'en ai fait un petit peu il y a très longtemps. Et justement, dans ma tête, c'est que bon, ça prenait un flash, fait que j'arrivais là avec le gros kit. Puis finalement, j'ai fini par me rendre compte que ça donnait pas grand-chose, puis qu'en fait, j'étais mieux de travailler autrement. Fait que c'est ça. C'est toujours d'aller au plus simple, en fait. Je pense que c'est le meilleur message, en général, dans la vie. Puis dans ça aussi. Super. Ben, c'est un bon conseil, en fait, parce que surtout, je pense que dépendamment du style qu'on veut développer aussi, éventuellement, on va connaître nos besoins puis aller chercher les items pour rendre l'image qu'on a dans notre tête. Parce qu'on s'entend, tout tu crées une ambiance quand tu prends tes photos aussi. Là. Oui. Oui, mais je pense que ça fait partie de toute la démarche de la photographie en général, de découvrir ce qui nous fait vibrer nous pour... en général, ce qui nous fait vibrer nous, ça a des chances de faire vibrer quelqu'un d'autre. C'est un petit peu ça. Totalement. Écoute, Patrick, pour terminer ça, les gens qui aimeraient suivre ton travail, c'est où qu'ils peuvent le faire? Ouais, je sais pas, je vais aller sur ma dernière slide. Est-ce qu'on la voit en ce moment? Oui. Je pense que oui. OK, c'est bon. Donc, ben oui, si je vous invite à visiter mon site, je vous invite à visiter le site du collectif aussi. Je pense qu'il y a des histoires qui sont le fun, si ça vous intéresse. Et je suis sur Instagram. On peut se suivre. Je suis pas très Facebook en général, malgré aujourd'hui, mais je suis pas très Facebook. Mais sur Instagram, je suis un petit peu plus présent. Donc, c'est ça. Parfait. Ben écoute, moi, la première, je vais aller m'abonner à ton compte pour suivre ton travail. OK, ben je vais te suivre. Je vais surveiller, puis je vais te suivre. Merci. Puis écoute, j'ai quasiment le goût de te dire à la prochaine fois. C'était tellement intéressant. Puis je pense qu'on pourra juste... Ah, ben ça serait le fun. Puis peut-être que je pourrais faire l'autre partie, modifier quelque chose pour qu'on aille le reste, la suite de l'histoire, finalement. Totalement. Écoute, je te souhaite une bonne fête de soirée puis un énorme merci. Merci, Marie-Pierre. Merci, vous. Bye bye.